Une solution parfaite, souvent, ça n'existe pas. Puis la raison simple, c'est parce qu'il y a trop de contraintes. Il y a trop de contraintes qui viennent de partout, puis en affaires et dans notre business, il y a des contraintes aussi. Il y a 24 heures dans une journée. Puis il n'y a pas 24 heures dans une journée que tu veux travailler. Donc, il y a peut-être 5, 6, 7 heures de ta journée pour lesquelles tu peux travailler. Tu as des ressources monétaires qui sont limitées. Tu as un bassin de clients qui sont limités. Tu as une quantité de plateformes qui sont limitées. Donc, tu as des limites absolument partout. La meilleure solution pour toi, ça va être une combinaison optimale de ces ressources-là. Et l'optimalité ne veut pas dire parfait. Ça veut dire la meilleure allocation de tes ressources pour en arriver à ton objectif spécifique. Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 68. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous profitez de la vie, du soleil. Il commence à faire un petit peu plus beau dehors. Le printemps est à nos portes, j'ose dire. Même si, bon, pour plusieurs et dont pour moi, le confinement, l'hiver, quand on doit rester entre quatre murs, c'est assez intense au niveau de la motivation, du moral et de la productivité. Mais bon, on est tous dans des situations plutôt similaires, semblables, et je veux quand même... je suis quand même très grateful. J'ai beaucoup de gratitude. Là. Je suis pas une des pires dans la situation. Donc, pensez pour vous si vous trouvez ça tough. Sachez que je vous comprends et je peux imaginer aussi. En tout cas, bref. J'espère que ça va quand même bien dans votre cœur. Aujourd'hui, entrevue avec Hélène Sarah Bécotte. Hélène Sarah Bécotte, qui est une pro des maths. Et je trouve que c'est vraiment génial qu'on puisse enfin parler de chiffres sur le podcast parce que je suis tellement pas une personne de chiffres. Les chiffres m'ont toujours un peu impressionnée, un peu intimidée. Même si à une certaine partie dans ma vie, à une certaine période, je me suis dit, coudonc, il faut bien que j'outrepasse cette angoisse-là autour des maths. Parce que, on va se le dire, tu sais, quand t'es une personne de lettres, quand t'as de la facilité avec les lettres, comme beaucoup de femmes en passant, je pense qu'il y a une partie qui est sociale, qu'on a été socialisé comme ça, mais il y a une partie qui est aussi... bon, c'est juste naturellement, on tend vers ce genre de discipline, mais quand on est une personne de lettres, souvent on va automatiquement se dire qu'on n'est pas une personne de maths, qu'on n'est pas une personne qui comprend que son cerveau fonctionne de cette façon-là, ou da. Et avant de vous présenter Hélène Sarah, je voulais juste mentionner que dans bien des cas, on a justement été socialisé à penser qu'on est moins bonne en maths qu'on ne l'est réellement. Et il y a eu des études qui ont été faites pour montrer que les filles vont sous-performer dans certains tests qui sont reliés à des disciplines plus scientifiques quand on va leur rappeler qu'en général, les filles performent moins dans ce genre de discipline-là. Donc, à garder en tête, si vous aussi... vous considérez pas comme quelqu'un de chiffres, parce que aujourd'hui, bon, c'est un petit peu ça le sujet de l'entrevue. J'ai rencontré Hélène Sarah, je suis tombée sur son contenu, c'est comme ça qu'on rencontre les gens ces temps-ci, de nos jours, parce que justement, elle parlait de métriques, elle parlait je pense qu'elle parlait d'optimisation de son temps sur une vidéo qu'elle avait faite sur LinkedIn, puis je trouvais qu'elle était très, très éloquente, et après ça, je me suis comme intéressée parce que non seulement elle était éloquente, mais elle était drôle, elle avait une super belle énergie, puis ce qu'elle disait était vraiment on point. Puis là, j'ai commencé à rechercher un petit peu son contenu, puis là, j'ai vu qu'elle créait du contenu vraiment intéressant sur, comme par exemple,
combien combien de café tu dois boire pour être vraiment productif. Tu sais, des questions vraiment random que tu te dis, ben, OK, genre, s'il y a une formule mathématique pour me donner cette réponse-là, j'aimerais bien la savoir, non seulement parce que je suis hyper curieuse, mais aussi pour voir c'est quoi la rationalisation derrière tout ça. Et c'est un peu comme ça que là, j'ai découvert son expertise autour de l'intelligence numérique, et j'ai trouvé ça hyper pertinent, non seulement parce que c'est une créatrice de contenu autour de l'intelligence numérique, mais aussi ce qu'elle enseigne ou ce qu'elle propose pourrait avoir des super beaux impacts au niveau de notre vie, tu sais, parce que veut pas, l'intelligence numérique nous permet d'optimiser nos décisions, de prendre des meilleures décisions grâce à des données. Puis ces données-là n'ont pas besoin d'être extrêmement complexes ou extrêmement compliquées. Puis c'est un petit peu ça qu'on va discuter aujourd'hui dans l'entrevue, tu sais, comment est-ce qu'on peut prendre des meilleures décisions grâce aux données qu'on récolte un petit peu partout. Alors, un peu plus sur Hélène Sarah. Sa mission, c'est de traduire la vie en équations mathématiques pour aider à mieux la comprendre et prendre de meilleures décisions. Elle a fondé GRISD, G-R-I-S-D-D, je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode, qui est une entreprise qui aide les PME à implémenter des projets d'intelligence numérique. Donc, Hélène Sarah tient aussi un blog qui s'appelle helenebecott.com où elle optimise grâce aux maths des situations de la vie de tous les jours, comme justement l'exemple que je vous ai donné, combien de café boire quand dans la journée, combien de café boire et quand dans la journée pour être le plus productif possible. Puis elle a plein d'exemples vraiment funky, vraiment drôles. Suivez sa page Facebook aussi, c'est quand même un peu hilarant là, des fois, comment qu'elle présente les choses. Et Hélène Sarah, on a eu cette conversation-là alors qu'elle avait sa petite sur les genoux. Je trouvais ça vraiment fascinant, vraiment charmant de revoir aussi une maman qui vient de finir son PhD, qui lance une entreprise et dans un domaine, encore une fois, qui n'est pas très, comment dire, je veux pas dire féminin, mais où il y a pas beaucoup de femmes qui vont nécessairement pousser jusqu'à ce niveau-là ce type d'expertise-là. Donc, je vous laisse avec Hélène Sarah et je vous souhaite une super belle semaine. Salut Hélène Sarah, bienvenue sur l'Ambition Féminin. Comment ça va? Ça va très bien. Toi, merci de m'avoir invitée. Je suis contente qu'on ait pu trouver un temps dans ta vie de maman occupée. Samedi matin, hein, ça rock. De nouvelles entrepreneurs avec tous tes projets que tu as en branle pour se parler parce que je trouve que tu as vraiment une expertise vraiment fascinante. Puis quand j'ai découvert ton contenu, je me suis dit « Oh my God, il faut vraiment que je l'aille sur le podcast. » Et c'est parfait, ça, je suis vraiment contente d'être là. Cool. Fait que, petite question brise-glace que je fais d'habitude avec mes invités pour lancer la discussion. Celle que j'ai sélectionnée pour toi aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petite? Ah, c'est drôle, ça. C'est tellement loin de ce que je fais en ce moment. Je voulais être designer de mode. Ah! Ouais, j'ai commencé à coudre, fun fact, là, j'ai commencé à coudre, je devais avoir 3-4 ans, là, c'est ma grand-mère qui m'avait montré à manipuler une aiguille. Fait que, écoute, toute jeune, je faisais mes patrons, je cousais du linge, puis c'était vraiment ça mon but, là. Très cool. Puis là, est-ce que t'en fais encore ou ça s'est perdu dans les... Ouais, j'en fais à l'occasion. C'est sûr que c'est pas rentable de coudre, disons ça comme ça. Fait que c'est vraiment quand j'ai un projet particulier ou tu sais, pour le plaisir, là, comme passe-temps, on va dire. Ouais, puis je veux dire, maintenant, avec tout ce qui... je sais pas, il y a toute la mode, genre, du minimalisme, puis du self-sufficiency, tu sais, avec le zéro déchet, puis des choses comme ça. Je trouve que c'est un bon skill à avoir. Tu sais, c'est des skills, genre, que tu peux amener loin dans ta vie, je pense. Ouais, vraiment, c'est pratique pour réparer des jeans, entre autres. Ça, c'est une grande passion. Tu sais, les jeans qui déchirent dans les fesses, là. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais, on sait tous... on est tous passés par là, je pense. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est ça. Fait que tu fais quelque chose de vraiment différent. T'es 100%, on dirait, plus dans l'intellect, je dirais, avec tout ce qui est intelligence numérique. Fait que comment est-ce que c'est arrivé dans ta vie, cet amour des maths puis cette volonté d'en faire ton métier et ta passion, dans un sens?
Ouais, ben écoute, c'est quand même grâce à la mode, mine de rien. C'est drôle dit comme ça, mais en fait, c'est ça, mais quand je suis allée au cégep, puis après ça à l'université, tu sais, moi, mon rêve à cette époque-là, c'était encore de faire du design de mode. Puis mes parents étant les gens raisonnables qu'ils sont, ils m'ont dit, ben tu sais, Hélène Sarah, les gens qui font ça ne gagnent pas nécessairement leur vie ou pas bien, en tout cas. Fait que va donc faire un diplôme à l'université qui va être, tu sais, un backup plan, tu sais. Fait que c'est vraiment comme ça qui m'ont incité à aller dans un domaine plus traditionnel. Fait que je me suis dit, ah ouais, OK, ben je vais aller en administration, puis je vais partir ma business en mode. Fait que là, étant donné que j'ai un diplôme, puis personne ne va avoir rien à me dire. Puis finalement, puis ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, je détestais les maths, hein. Genre complètement, là. Je trouvais que c'était la chose la plus inutile à ma vie et j'ai déjà dit ces mots-là tels quels à un moment donné. Puis finalement, c'était dans ma 2e année de bac, puis on avait un cours qui s'appelait recherche opérationnelle. Dans ce cours-là, on fait des tournées de camions, ok? Fait qu'on essaie de voir c'est quel client tu dois aller voir en premier, 2e, 3e pour être capable de avoir une route de camion qui est la plus économique possible, tu sais, un ensemble de critères finalement. Puis tu sais, le but du cours, c'était en gros de prendre une situation de la vie qui est réelle, puis de prendre chaque contrainte, puis ton objectif, puis de les traduire en équations mathématiques pour être capable de prendre une décision qui est meilleure que si tu l'avais faite en main. Tu sais, sincèrement, là, je vais vous mettre tous au défi de faire un trajet avec 100 points de livraison, de l'optimiser à la main. Bonne chance. Fait que c'est long pour avoir une décision qui est bonne. Puis là, ça m'a vraiment fascinée. Fait que je me suis dit, c'est ça que je veux faire de ma vie. Je veux traduire la vie en équations mathématiques. Puis là, après ça, sachant que t'aimais pas ça, les maths nécessairement, est-ce que ça s'est venu comme... Tu sais, t'as-tu une facilité là-dedans ou ça a été vraiment du travail? Non, j'ai toujours eu une facilité là-dedans. J'étais un peu une... tu sais, j'ai toujours... Quand j'étais plus jeune, j'étais une bonne à l'école. Tu sais, la personne qu'on déteste parce qu'elle comprend tout de suite, elle étudie pas, puis bon, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu un aspect logique qui était vraiment là, puis vraiment, c'était juste un dégoût des maths qui faisait en sorte que je voulais pas réussir là-dedans. Moi, les intégrales, les différentiels, tu sais, pouette. Fait que, tu sais, au niveau technique, j'ai pas eu vraiment d'adaptation à faire. C'était vraiment la motivation qui me manquait, tu sais. Puis là, de voir que ça pouvait vraiment être utile, j'ai commencé à en manger, puis j'étais super intéressée à en faire. Puis, tu sais, nécessairement, quand t'es intéressé, ben t'en fais plus. Fait que tu deviens de meilleur en meilleur, tu sais. Puis t'as-tu l'impression que c'est venu chercher aussi ce type d'application des maths, veut pas un côté créatif que t'avais aussi en toi? Ouais, vraiment. Tu sais, quand je parle de traduire la vie en équations mathématiques, c'est littéralement ça. Tu sais, mais il faut que tu saches c'est de quelle façon tu approches ton équation, de quelle façon tu quantifies quelque chose de qualitatif. Puis ça prend quand même, tu sais, ça prend pas nécessairement une ouverture d'esprit, mais ça prend la facilité à think outside the box, tu sais. Fait que faut que tu sois capable de coudre des concepts entre eux pour faire une nouvelle création. Disons ça comme ça. Aller utiliser une abstraction pour en faire quelque chose de super concret. Exact. Super cool. Parce que effectivement, juste pour faire le petit lien, moi je trouve ça fascinant comment les gens ils peuvent déconstruire un vêtement puis en faire, tu sais, à travers différentes formes, tu sais, puis en faire quelque chose qui va tellement bien fitter sur quelqu'un. Puis je pense que c'est intéressant ce parallèle aussi à faire avec les maths qui sont quand même des concepts qu'on utilise tous ou qu'on peut tous utiliser d'une certaine façon, mais comme tu fais, là, vraiment aller optimiser puis faire quelque chose qui va rentrer comme un gant, je dirais, dans la situation que tu cherches à solutionner. OK, fait que là, après ça, bon, t'as tellement aimé ça, t'en as fait un doctorat. Exact, c'est ça. Tu sais, je suis le genre de personne un petit peu sadomaso qui se dit « Ouais, ben, parce que, tu sais, on s'entend que il y a quand même une différence entre être bon en maths au secondaire puis être bon en maths dans un niveau avancé à l'université. Tu sais, pour être honnête, là, j'ai commencé à manger mes bas. Là, je la trouvais rough, la game, parce que, tu sais, j'ai un bac en admin, puis en admin, tu sais, une bonne décision de business puis un bon modèle mathématique de business, c'est un modèle qui inclut toutes les sphères de la business. Fait que ça inclut le côté humain, ça inclut, tu sais, le côté stratégique. Fait qu'il y a une grande place à l'interprétation, tu sais. Mais là, quand tu fais un doc en maths, il y a une seule démarche puis une seule bonne réponse, hein. Tu peux un petit peu moins broder autour de la ligne pour avoir quelque chose qui est vraiment appliqué à la réalité. Fait que là, c'était vraiment une autre game. Mais tu sais, ça m'a vraiment permis tu sais, d'avoir cet aspect-là de rigueur que j'avais peut-être moins avant.
Fait que c'est ça. Fait que je me suis dit, vu que je veux faire des modèles mathématiques dans la vie, allons faire un doc là-dedans. C'est vraiment une bonne idée. Puis ton ambition à ce moment-là, est-ce que c'était juste de suivre ta passion? Tu savais déjà que tu allais l'appliquer dans la business? Tu sais, t'avais déjà ton modèle d'affaires qui commençait à se créer dans ta tête? Quand j'ai fait le choix de commencer un doc, c'était vraiment par intérêt. À cette époque-là, mon rêve dans la vie, c'était d'être payée pour étudier. Puis j'ai réussi, c'est ça. J'ai été chanceuse d'avoir une bourse pour suivre mes études au doctorat. Donc, pour moi, c'était vraiment une bonne situation à ce niveau-là. Puis l'envie d'appliquer les maths vraiment concrètement à la business puis de faire ça professionnellement, c'est venu à travers le doctorat. Parallèlement au doc, j'enseignais aussi à HEC, donc dans une école de gestion, puis j'enseignais les mathématiques de gestion. Puis, tu sais, c'est vraiment une matière que j'aime. Là. C'est ça qui m'a fait tomber en amour avec les maths au départ. Mais les exemples qu'on utilisait en classe, j'ai trouvé tout sauf passionnant. Tu sais, on se remet dans le contexte. Là. J'enseigne des cours obligatoires à la première, deuxième année d'un bac en gestion. Les étudiants qui suivent ces études-là, il y en a qui veulent faire des ressources humaines, il y en a qui veulent aller en marketing, il y en a qui veulent faire de la stratégie, il y en a qui veulent faire du commerce international. Pour être honnête avec toi, parler de optimisons le nombre de chaises rembourrées que M. Gaston fabrique, on va se mettre cet exemple-là très loin dans notre intérieur. C'est pas quelque chose qui est stimulant pour grand monde, tu sais. Je trouvais vraiment qu'il y avait un manque là, puis en fait, je me suis vraiment posé la question... pourquoi on n'a pas plus d'exemples réels de petites entreprises? Parce que tu sais, les maths en gestion, ça va être utilisé beaucoup sur des très, très gros problèmes. Donc, par exemple, la STM ou n'importe quelle société de transport va utiliser des algorithmes de mathématiques pour optimiser leurs circuits, leurs horaires d'employés. Tu sais, les compagnies d'aviation, pareil. Mais, tu sais, la petite entreprise, elle, celle qui fait peut-être un peu de manufacture, celle même qui fait des services à la place, de quelle façon concrètement on utilise ces concepts-là dans cette entreprise-là? Je trouvais qu'il y avait vraiment un gros gap. Puis, tu sais, d'un côté, j'arrivais mal à expliquer à mes étudiants pourquoi on leur enseignait ça, de quelle façon c'était pour leur être utile dans leur job, sachant que c'est pas tout le monde qui était pour optimiser des circuits d'autobus à la STM. Puis de l'autre, tu sais, j'avais pas d'exemple, j'avais pas, tu sais, on dirait qu'il y avait comme vraiment un gros gap, en fait, entre ce qu'on enseignait puis l'applicabilité de ce qu'on enseignait. Fait que c'est là où je me suis vraiment dit, voyons, il y a quelque chose à quelque part, soit j'ai pas compris un concept là-dedans, ou il manque clairement de cas réels qui sont faits, tu sais. Fait que c'est là où j'ai vraiment eu envie d'être ce pont. Là, est-ce que... Fun fact, avant qu'on continue, mais j'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelle Giro, Communication Marketing, qui font l'optimisation des, tout à fait. des transports, genre justement. Ça a été un contrat, mais c'était intéressant de rentrer aussi loin dans justement quelque chose d'aussi concret et pratique que ce genre de choses-là. Mais bref, non relié. Ça me porte à te poser la question parce que la façon dont je t'ai découvert, c'est via ton contenu sur LinkedIn. Tu faisais une vidéo, c'était super engageant. Puis après ça, j'ai découvert ton blog. Puis j'ai découvert, tu sais, toute la vulgarisation que tu fais autour de ça. Puis est-ce que c'est à ce moment-là que, tu sais, quand tu étais prof au HEC, que tu as commencé à faire ce travail de vulgarisation-là? Ouais, exactement. Tu sais, justement, quand je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'exemples qui étaient cool, je me suis dit, je vais fabriquer des exemples cool. Puis étant donné que j'avais pas d'expérience en business à ce moment-là, le seul exemple que j'avais, c'était notre quotidien. Fait que je me suis mis à faire... Bon, c'est sûr que je les présentais peut-être pas en classe, hein. Si ça vous intéresse d'aller voir mon blog puis les publications les plus anciennes, vous allez voir qu'il y a certains sujets qui sont pas appropriés pour l'école. Donc, entre autres, optimisons ses dates, notre consommation d'alcool et d'autres choses dans ce genre-là. Nice. Mais c'est ça, je me suis dit, tu sais, je vais prendre au moins des exemples qui les touchent. Fait que même si je les aborderai pas en classe, au moins ils vont avoir ces exemples-là en dehors, tu sais, parce que oui, évidemment, les étudiants ont fini par les trouver, hein. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment un besoin tu sais, de combler ce gap-là encore. Puis, tu sais, je me suis dit, moi, quand j'étais plus jeune, j'haïssais les maths. Y a-t-il une façon aussi à travers ça de montrer aux gens que c'est moins plate que ce que c'est, tu sais?
Parce que effectivement, puis bon, là, moi, je fais le pont aussi avec moi en tant qu'entrepreneur. J'ai l'impression que, tu sais, quand on parle d'optimisation, on parle vraiment beaucoup de processus, mais ça devient difficile à un certain point de comprendre, un, par où commencer, tu sais, puis deux, quel genre de données on a besoin pour optimiser parce qu'on est tellement prise dans le day-to-day de nos activités que tu sais, on n'a pas nécessairement le temps de se poser puis de réfléchir à tout ça, mais aussi, tu sais, il y a comme ce niveau de complexité-là qui nous amène bien souvent à dire « Ah, ben, tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui serait meilleur que moi pour faire ce genre de décision-là. » Fait que je pense que de permettre aux gens peut-être de comprendre un peu mieux qu'est-ce que ça veut dire aussi, l'optimisation, ça doit être utile sur le long terme, surtout quand tu vas travailler en gestion ou dans des choses comme ça, là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, un aspect clé à l'optimisation, c'est les trade-offs. Tu sais, parce que puis les gens sont très, très, très critiques avec ça. Tu sais, on cherche la solution parfaite. OK? Mais la solution parfaite n'existe pas. C'est ça que souvent, tu sais, dans les critiques, puis je pense que on voit ça beaucoup. Tu sais, je vais peut-être juste faire un petit anicroche avec la pandémie, mais une gestion de crise sociale et sanitaire comme ça, aucun cas, il n'y a aucun dirigeant, même le meilleur, qui va pouvoir avoir une solution parfaite. Une solution parfaite, souvent, ça n'existe pas. Puis la raison simple, c'est parce qu'il y a trop de contraintes. Il y a trop de contraintes qui viennent de partout, puis en affaires et dans notre business, il y a des contraintes aussi. Il y a 24 heures dans une journée, puis il n'y a pas 24 heures dans une journée que tu veux travailler. Donc, il y a peut-être, 5, 6, 7 heures de ta journée pour lesquelles tu peux travailler. Tu as des ressources monétaires qui sont limitées. Tu as un bassin de clients qui sont limités. Tu as une quantité de plateformes qui sont limitées. Donc, tu as des limites absolument partout. La meilleure solution pour toi, ça va être une combinaison optimale de ces ressources-là. Et l'optimalité ne veut pas dire parfait. Ça veut dire la meilleure allocation de tes ressources pour en arriver à ton objectif spécifique. Fait que, puis ça, c'est vraiment... Puis j'ai pas l'impression que c'est tout le monde, en fait, qui comprend ce concept-là. Tu sais, on est très prône à critiquer. Puis je pense que de juste démocratiser, vulgariser ce concept-là d'optimisation, tu sais, c'est pas juste en maths. Oui, les maths, ça t'aide à comprendre justement cette allocation-là de ressources, mais c'est une notion qui est super importante puis qui va vraiment plus loin que juste les maths, je pense. Oui, puis je pense aussi que ce qui fait peur peut-être, ou quand on s'était parlé la première fois, je te posais la question, tu sais, c'est quoi la différence entre ce que tu fais, puis quand les gens ils parlent d'appliquer, mettons, de l'intelligence artificielle dans leur système pour aller justement optimiser encore mieux certaines données puis certains résultats. Puis je trouvais ça intéressant que tu approches le fait via, je pense, c'était pas tant c'était la qualité des données, si je peux dire, ou tu sais, d'où elles proviennent. Je sais pas si tu peux juste nous dire, mettons, la différence entre comme l'intelligence numérique comme tu la comprends, puis l'intelligence artificielle comme elle est appliquée en business ou en optimisation, justement. Ouais, ben en fait, l'intelligence numérique, c'est un terme qui est en tout cas assez récent, qui est de plus en plus utilisé pour parler de l'ensemble des technologies qui vont utiliser en partie les données pour qu'on prenne des meilleures décisions. Tu sais, je résume ça comme ça. Après ça, l'intelligence artificielle, c'est un de ces outils-là. Puis après ça, on peut même décomposer l'intelligence artificielle en plus petits trucs. Mais, tu sais, l'intelligence artificielle, dans sa définition la plus commune, qui est plus généralement le machine learning, puis là, je fais juste dropper des mots, là, en tout cas. Ce qu'on comprend le plus de ça, c'est avoir une grande quantité de données sur lesquelles un programme informatique peut apprendre pour faire, entre autres, des prédictions et nous accompagner dans notre prise de données. Fait que, tu sais, mettons un exemple, l'exemple le plus commun, je pense, c'est au niveau des ventes, par exemple. Donc, j'ai un bassin de ventes passées, puis là, on parle pas juste de « Hey, moi, j'ai des données, j'ai fait 1000 ventes dans l'année dernière. » Non, 1000 ventes, t'auras pas une intelligence artificielle qui va être capable de travailler là-dessus. On parle de milliers, voire des millions de transactions. Pour être capable, en fait, ce que l'intelligence artificielle va faire en arrière, c'est de déceler des tendances là-dedans.
puis pas juste une tendance. C'est essayer de voir de quelle façon toutes ces données-là interagissent entre elles. Est-ce que le mois va influencer? Est-ce que le pays d'origine, la ville d'origine va influencer? Puis en fait, lui, il prend vraiment toute cette information-là pour qu'à la fin, toi, tu as une bonne idée du mois prochain, la semaine prochaine, voire l'année prochaine, tes ventes vont ressembler à quoi. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est l'outil d'algorithme, l'ordinateur, en fait, le modèle qui va vraiment tout voir parmi ce que tu as fait dans le passé pour être capable de le projeter sur le futur. Intéressant. Puis c'est ça, nous, on n'a pas accès à ça nécessairement en tant qu'individu ou petite entreprise, mais on a accès à d'autres types de données. Oui, c'est ça. Puis en fait, je pense qu'il y a une petite nuance dans ce que tu as dit qui est super intéressante. Il y a de plus en plus d'outils qu'on utilise au quotidien qui contiennent l'intelligence artificielle. Donc, tu sais, on dit, j'ai pas nécessairement ces données-là dans mon entreprise, mais par contre, t'as, mettons Netflix, qui est, supposons qu'il est, tu sais, je veux dire, Netflix a de l'intelligence artificielle à l'intérieur. C'est un outil que tu utilises. Donc, par la bande, si Netflix est un outil pour les entreprises, tu pourrais utiliser l'intelligence artificielle dans ton entreprise, mais là, tu capitaliserais sur des données qui sont partagées avec d'autres personnes. Donc, par exemple. Ou Google, ou les Facebook Ads, ou tout ce genre de choses. Exactement. Puis Facebook Ads, merci de l'avoir suggéré. C'est exactement ça. Tu sais, toi, tu es capable d'optimiser tes choses parce qu'il y en a d'autres comme toi qui font les mêmes gestes. T'sais. Bon, après ça, pour ton entreprise, parce que si on parle vraiment de tes données qui sont internes, t'en as moins, il y a d'autres choses que tu peux faire. Puis là, je vais peut-être reprendre la notion d'intelligence numérique. Tu sais, l'intelligence numérique, ça caractérise aussi tous tes processus qui sont informatisés, puis toute l'information qui passe dans tes processus informatisés. Donc là, tu as moins de ventes, OK, peut-être, mais tu as des ventes. Tu as un bassin de clients. Tu as des actions marketing que tu as faites. Tu sais, tu as plein de petites données ici et là. La première chose que tu peux faire avec ça, c'est de juste les avoir à quelque part. Donc, tu peux juste les emmagasiner. Après ça, basé sur ce que tu as comme information, mais tu peux les analyser. Donc, peut-être que tu n'iras pas jusqu'à utiliser l'intelligence artificielle, mais ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle, c'est la meilleure solution pour toi, ni que c'est la meilleure solution tout court. Tu peux les analyser, tu peux faire des moyennes. Hein? On oublie souvent ça, mais une moyenne, c'est un outil qui est analytique. Puis l'analytique, ça fait partie de l'intelligence numérique. Donc, tu capitalises sur des données que tu as en faisant des moyennes, en faisant... tu peux même faire des projections. Peut-être que tes projections vont être moins précises que si tu avais énormément de données, mais tu peux quand même faire des projections. Je veux dire, qui entre nous fait pas un bilan à la fin de l'année puis se fait pas un plan pour l'année prochaine? Mais quand tu fais cet exercice-là, t'as pas le choix de te baser sur toutes tes réalisations de l'année passée puis estimer c'est quoi qui va se passer dans l'année future. Puis pour faire ça, tu te bases sur des données. Donc, tu peux quand même utiliser le matériel que tu as pour faire de l'analytique, faire des prévisions, puis ensuite de ça, t'aider dans ta prise de décision pour optimiser, en fait, tes prochaines actions aussi. Puis là, non, parce que c'est intéressant parce que récemment, je suis en train de mettre en place des nouveaux systèmes, justement, dont, je sais pas si tu as déjà lu le livre Profit First. Oui, mais... il est pas loin. Okay. Mais là, je suis en train de mettre en place ça, tu sais, puis c'est des maths hyper simples, tu sais, comme juste des pourcentages que tu dois allouer, des choses comme ça, mais c'est un type d'optimisation, ça aussi, c'est un type d'utilisation. Oui. Ben oui, tout à fait. Puis c'est ça, on n'a pas besoin de voir super compliqué. Là, je pense que, j'ai l'impression qu'on voit tellement qu'il y a des avancées technologiques qui sont poussées que c'est comme si ça nous bloquait dans l'utilisation d'analytiques simples qu'on connaît. Oui, un pourcentage, c'est tout ce que ça te prend. Tu sais, si je reviens juste aux métriques, d'avoir des métriques de performance. Ça va avec tes objectifs. Tu te fixes des chiffres que tu souhaites atteindre pour atteindre tes objectifs d'affaires. Ben ça, c'est d'utiliser ces données aussi. Tu sais, puis les entreprises, puis curieusement, il y a beaucoup de très grosses entreprises qui utilisent même pas encore ça, là. En tant qu'entrepreneur, il y a vraiment plein d'outils mathématiques qu'on peut se mettre en place pour mieux naviguer. Parce qu'en fin de compte, c'est pas d'utiliser l'outil qui est important, c'est de faciliter ses actions quotidiennes, sa décision, en utilisant des petits outils mathématiques, puis un fichier Excel, puis des pourcentages, des fois, c'est tout ce que ça va prendre.
Oui, puis c'est là que je trouve que c'est difficile. Puis moi, ayant travaillé en marketing puis en com dans des organisations, mais aussi, tu sais, pour moi-même, je l'ai vu à quel point on fait toutes ces actions-là, mais il n'y a pas de métriques à la fin qui sont utilisées pour voir si oui ou non ça a fonctionné, nos actions. Puis c'est à la fois frustrant, mais aussi parfois, c'est difficile quand j'ai l'impression qu'on n'a pas ce type de connaissances-là. On y va un petit peu à l'intuition ou à l'œil, puis je pense que c'est là que ça bloque de savoir quelles sont les bonnes métriques qu'on devrait regarder, puis comment. Fait que Ouais, vraiment. je sais pas, tu sais, comme là, on parlait... tu sais, toi, tu crées du contenu, moi, j'en crée beaucoup aussi. Est-ce que tu as une façon de mesurer, mettons, l'impact de ton contenu, puis comment j'ai... C'est quoi, mettons, toi, ta façon de mesurer ton succès par rapport à ton contenu via tes métriques? C'est vraiment drôle que t'en parles, puis je pense c'est une belle porte d'entrée aussi. J'ai fait le choix volontairement de ne pas trop l'analyser. Okay? Puis je pense que ça, c'est un point qui est super important quand on est entrepreneur, c'est d'optimiser aussi nos actions. Qu'est-ce qu'on choisit de tracker comme métrique et qu'est-ce qu'on choisit de ne pas tracker? Tu sais, je reviens à mon concept d'objectif. Tu sais, par exemple, en 2020, j'avais des objectifs au niveau de la visibilité de mon contenu. Donc, à ce moment-là, je traquais les engagements. Je traquais, tu sais, par exemple, sur mon blog, tu sais, j'avais des objectifs au niveau des vues. Donc, ça, je le traquais. Puis, j'essayais d'ajuster la publicité ou, tu sais, mon horaire de publication en 2020 parce que mon objectif était beaucoup au niveau de la visibilité. Je reviens au fait que c'était mon objectif. En 2021, mon objectif général est plutôt au niveau des ventes. Donc, ce que je veux, c'est obtenir des rendez-vous avec des clients potentiels et de closer des contrats. Donc, mes actions marketing, étant donné qu'ils ne sont pas nécessairement au cœur de mon objectif principal, je vais plutôt les utiliser comme levier. Donc, à la fin, la métrique que je vais tracker, c'est combien, par exemple, de contacts LinkedIn je vais avoir été capable de reach out après avoir fait des publications. Ou, tu sais, tu vois de cette façon-là. Fait que, pour moi, c'est pas important de tracker toutes tes métriques. Le plus important, c'est d'avoir des objectifs qui sont clairs et de définir un ensemble restreint de métriques à regarder. Parce que sinon, tu finis par te perdre. Puis c'est là où je comprends les entrepreneurs qui se tirent les cheveux puis sont comme « mais je sais pas où regarder, qu'est-ce que je fais, comment j'évalue si ce que je fais, c'est bon. » Ben, ça dépend de ton objectif. Puis des fois, le simple fait de chercher de la visibilité, c'est un objectif en soi. Puis d'autres fois, comme mettons moi en 2021, mais c'est de closer des ventes. Mais mon approche à mes métriques est complètement différente dans les deux cas. Puis je vois plus nécessairement l'intérêt de tracker ou de regarder les métriques que j'utilisais l'année passée parce que ça fait plus partie de mes objectifs. Bon, je dis pas de complètement scraper tes métriques passées parce que c'est quand même important de voir ta progression, mais je fais juste dire là-dedans que faut pas que tu cherches à tout regarder. Il faut que tu pick and choose. Parce que l'objectif d'une métrique, et je le rappelle, c'est de t'aider à prendre une meilleure décision. Fait que si tu te mets à avoir 100 métriques dans l'espoir de trouver le filon qui va te permettre de prendre une meilleure décision, ben t'es dans le champ, là. Ouais. Ce qui va te permettre de prendre une meilleure décision, c'est le fait de savoir est-ce que j'ai progressé ou non sur mon objectif spécifique. Non, puis je suis super d'accord avec ce que tu dis parce que c'est un peu ça aussi. Tu sais, moi, je dis tout le temps, en contenu, t'as 4 grands objectifs. Tu sais, t'as la notoriété, la crédibilité, la conversion, puis le nurturing. Puis j'ai vraiment commencé à réfléchir à mes objectifs qui sont liés à mon marketing par rapport à ça. Puis, tu sais, comme par exemple, là, j'ai mis beaucoup l'accès sur le nurturing. Comment je pourrais dire ça en français? Je sais pas, là. Genre nourrir tes clients actuels, mettons, les gens que tu as déjà dans ton funnel. Puis, fait que la métrique que j'avais choisie, c'était la valeur à long terme de mes clients. Fait que faire augmenter cette valeur-là le plus possible. Puis après ça, ben, tu sais, tes objectifs se sous-définissent en, bon, ben, je vais créer des offres complémentaires ou je vais... je vais avoir une relation un peu plus proche avec mon client, je vais faire plus de suivi ou des choses comme ça. Fait que je pense que ça illustre bien ce que tu dis de la métrique au bout du compte. Tu sais, c'est pas tant juste pour avoir une espèce de grosse base de données, mais vraiment pour savoir sur quoi tu mets ton focus puis les prochaines actions à prendre. Exact. Puis
merci d'avoir dit le mot focus. Pour avancer en entreprise, faut que tu aies une direction qui est définie. Puis quand on est entrepreneur, tu sais, je le sais, là, on veut regarder partout en même temps puis prendre toutes les opportunités, puis c'est super difficile, mais le fait de restreindre ses métriques puis de focus sur quelque chose, c'est ça qui te permet d'avancer et d'itérer aussi, parce que c'est ça qui te permet de valider est-ce que les actions que je pose en ce moment servent mon objectif ou non. Puis c'est ça qui te permet, down the road, de vraiment les atteindre puis de faire avancer ton entreprise en général. Puis j'imagine que là, maintenant, en tant que nouvelle maman, ton temps, tu essayes de l'optimiser le plus possible. T'as-tu des trucs pour nous? Go with the flow! Ouais, non, je pense que c'est pas mal ça, tu sais, de être tendre avec soi-même, réviser ses objectifs, tu sais, en fait, tu sais, moi, je vise pas le temps plein, je sais que c'est pas réaliste, fait que j'ai commencé à m'entourer de gens à qui je peux déléguer autour de moi. Puis, tu sais, j'organise aussi mes contrats en fonction du fait que je peux déléguer certaines choses de ma tâche à d'autres personnes. Mais non, sinon, c'est un bel équilibre entre essayer de profiter de chaque instant puis avancer ses objectifs d'entreprise. Je trouve que l'option travailler avec l'enfant sur les genoux, c'est vraiment pas pire au niveau d'un mix. Bon, là, certains diront que de mettre son enfant devant des écrans, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais je te dirais, il y en a pas de solution parfaite, puis ça, c'est une solution optimale à certains égards pour moi. Ouais, moi, dans mon cas, j'avais une espèce de, comment on appelle ça, une écharpe de portage. Oui, c'est génial, hein? Pendant la sieste, tu sais, j'écrivais mes articles ou whatever, ce que je faisais, puis au moins, je l'avais proche de moi. Tu sais, justement, moi, je trouvais que c'était optimisé, tu sais, tout le monde gagne, donc bien oui, proche vraiment, de moi. Puis, exact. Hey, t'as des câlins et tu travailles en même temps, je veux dire, sincèrement, le bonheur, c'est ça, là. Exactement. T'aurais peut-être, je sais pas, t'as-tu un petit dernier mot peut-être pour les entrepreneurs? Tu sais, dans le fond, juste pour terminer l'épisode, je voulais juste peut-être savoir un peu plus en détail avec qui tu travailles en ce moment. Genre, tu sais, c'est qui vraiment que tu vises à aider? Puis est-ce que nous, en tant que petite entreprise ou solopreneur, on peut aussi bénéficier de tes connaissances, d'une certaine façon, soit via ton contenu ou via tes services? Oui, tout à fait. C'est sûr que mon focus principal, c'est surtout les PME. Donc, tu sais, je travaille à l'implémentation de projets d'intelligence numérique. Donc, on parle vraiment plus de projets qui sont poussés. Par contre, j'ai vraiment à cœur cette notion-là d'apporter les connaissances le plus possible aux gens. À l'occasion, j'organise des workshops, des formations. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, donc c'est vraiment de repasser à travers vos données, les objectifs, de quelle façon, en fait, on peut capitaliser sur ces données pour prendre des meilleures décisions dans son entreprise. Manifestez-vous, j'ai hâte de pouvoir en redonner une, fait que, tu sais, appelez-moi, puis, tu sais, juste en général, d'être capable de donner un coup de main, j'adore ça, là, fait que je suis, c'est ça, voilà, vive le monde, j'ai peut-être des clients qui seraient intéressés à avoir un petit atelier de ta part sur l'optimisation de leurs données, parce que, tu sais, effectivement, bref, je lance ça de même, on s'en parlera. Oui, ce serait vraiment cool, ce serait vraiment cool. Cool. Où on peut te suivre en priorité? C'est quoi ta plateforme préférée en ce moment? J'aime beaucoup LinkedIn. Mon profil perso sur LinkedIn, je mets un petit mix de trucs professionnels et de trucs perso. Si vous êtes des femmes d'affaires qui aimez surtout rigoler dans la vie, vous pouvez aussi aller voir sur Facebook. C'est là où je publie mes vidéos d'optimisation de la vie. Donc, tu sais, puis j'ai l'avantage d'avoir un nom qui est pas nécessairement commun, donc généralement, on me trouve facilement sur les internets. Absolument. Je vais mettre les liens Excellent. vers toutes tes plateformes et ton site web aussi professionnel, si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur toi. Puis sur ça, Hélène Sarah, je te souhaite vraiment une super belle journée. Merci infiniment de ta présence. C'était très intéressant comme domaine. J'ai hâte de voir où tu vas amener ça aussi au niveau entrepreneurial avec ton entreprise. Puis, je te souhaite un beau week-end avec ta petite. Oui, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça a été super cool comme conversation. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/
@invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!